J'ai donc lu beaucoup de témoignages de gens des kibbutz et j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux disaient, en gros, jusque-là, bon, on a tout fait pour eux, les soins médicaux, on les employait, on les invitait même dans nos fêtes, etc. Et ils sont venus ce jour-là nous assassiner dans nos lits. Et beaucoup disaient, voilà, maintenant on a compris, c'est eux ou nous. Il s'appelle Jean-Pierre Liédot, il est cinéaste, également écrivain. Il est avec nous aujourd'hui pour nous présenter son dernier livre, 7 octobre, Eux ou nous, publié aux éditions Ballant. Un livre riche en témoignages, mais également en explications. Il plonge dans la pensée israélienne pour voir qu'est-ce qui a changé depuis le 7 octobre. Jean-Pierre Liédot, bonjour et bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Merci à vous. Alors c'est un livre où vous faites le point, Jean-Pierre, où vous parlez de toute ces 20 dernières ou même 30 dernières années que nous avons traversées avec, on va dire, une plongée dans la psyché des Israéliens pour savoir est-ce que après le 7 octobre, on va vivre de la même façon ou est-ce que les lignes ont bougé? Moi, j'ai vécu ce 7 octobre, si vous voulez, avec mon histoire, à partir de mon histoire. Et donc, mon histoire, c'est l'Algérie. Pour ce qui est des violences, si vous voulez, c'est la guerre d'Algérie. Et ensuite, après l'indépendance, donc dans les années 90, c'est encore une guerre civile aussi atroce, puisqu'elle a fait 200 000 morts dans les années 90. Et en plus, dans un cas comme dans l'autre, la première partie de la guerre d'Algérie, j'ai témoigné dans un film qui s'appelle Algérie, histoire de ne pas dire. Je témoigne de la pratique de la terreur, du terrorisme. Pendant la guerre d'Algérie, c'était celle du FLN, et après, ça a été celle des islamistes, du GIA, du FIS, etc. Alors, c'est vrai que ceux qui ne vous connaissent pas, ou peut-être pas encore, vous êtes né en Algérie, et vous y avez vécu jusqu'en 1993, où là, vous avez dû partir en raison des islamistes. Oui, bon là j'étais menacé de mort. En fait, c'est vrai que je voulais même pas partir. Je voulais affronter aussi cette épreuve, si vous voulez, ce qui était un peu suicidaire de ma part. Mais bon, finalement, je suis parti, et effectivement, en 93. Donc, ce que je voulais dire précédemment, c'était que quand je suis arrivé en France en 93, j'étais très étonné. Je croyais que tous ceux qui allaient arriver, les intellectuels menacés, etc., allaient être accueillis pas comme des héros, mais enfin comme des gens qu'il fallait soutenir. Or, je me suis aperçu qu'en France, à cette époque, dans les années 90, donc, les grands médias qu'on connaît, ils sont toujours les mêmes, c'est Le Monde, Libération, Nouvel Obs, etc., avaient plus de sympathie pour les islamistes que pour les démocrates qui étaient assassinés. Et d'une certaine manière, quand je suis arrivé en Israël, j'ai connu Israël, disons, à partir de 2008, quand mon film Algérie, histoire de ne pas dire, a été montré au festival. Et c'est ce séjour, si vous voulez, ce festival qui a changé complètement ma vie par la suite. Quand je suis arrivé en Israël, j'ai commencé à connaître un peu. J'ai été très surpris aussi du fait que, comme en France, dans les années 90, finalement, ceux qui étaient la véritable menace pour les Israéliens, étaient considérés comme, disons, plutôt des alliés, comme des amis, et alors que le véritable ennemi qui était désigné, c'était, comme ils disent, la droite. C'est la droite. C'est pas le Hamas qui menace, c'est plutôt la droite. C'est à cause d'elle que nous sommes dans cette situation. Et ça, j'étais vraiment très surpris. Et voilà. Par la suite, je crois que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est aussi la conséquence de cette vision de ce qu'est Israël, de ce qui l'entoure. Voilà, et puis vous faites aussi le point dans ce livre, vous revenez sur des données, sur des chiffres. Alors je vais lire un petit extrait. Le sort de 600 000 Arabes de Palestine, partis en 1948 vers les pays arabes voisins, fut problématique, car mis à part la Jordanie qui les a intégrés en leur accordant la nationalité, tous les autres pays, Liban, Syrie, Égypte, s'y refusèrent, les parquant dans un camp dit de réfugiés sans accès ni à l'emploi, ni aux soins, ni à l'enseignement, et ce, par la volonté politique très claire, faire pression sur Israël,
donc la fameuse question du droit au retour, et faire de ces malheureux, puis de leurs enfants, puis de leurs petits-enfants, une population d'assistés, mais aussi une pépinière de terroristes. Il faut bien occuper la jeunesse. Le plan a bien fonctionné, comme on peut le constater. C'est des choses qu'on n'entend plus trop. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on a du mal à faire passer cette vérité, parce que c'est un fait historique. Oui, mais bon, on pourrait reprocher aux autres, disons, de mal connaître l'histoire israélienne. Par contre, constater qu'en Israël, en Israël même, il y a une méconnaissance de cette histoire par les jeunes notamment, et des fois peut-être par des moins jeunes, ça c'est beaucoup plus grave. Pourtant, par exemple, par rapport à ce que vous citez, vous avez, disons, ce qu'a dit les dires, vous avez les dires de Mahmoud Darwish, qui était un grand poète, disons, palestinien. Et lui dit que justement, et il le dit dans une revue palestinienne culturelle, qui est dirigée par un type très connu qui représente la Palestine à l'UNESCO, qui s'appelle Elias Sambar. Et il dit, Mahmoud Darwish, dans cette interview, il dit, mais voilà, on nous a dit de partir en 1948, de quitter notre lieu et pour permettre aux armées arabes de détruire les juifs, etc., et qu'on reviendrait. Et évidemment, on n'est jamais revenu. Darwish dit aussi beaucoup d'autres choses intéressantes, entre autres qu'il dit à une journaliste israélienne qu'il avait interviewée, il lui dit « Mais si je n'étais pas... si c'était pas mon problème n'était pas avec les Juifs, personne ne s'intéresserait à moi. Si c'était au Pakistan, etc., que les gens avaient été mis en dehors de chez eux, tout ça, personne ne s'intéresserait. Alors là, voilà, vous avez... Il faut chercher dans les sources, même, si vous voulez, culturelles arabes. On découvre plein de choses très intéressantes. Tous les historiens arabes depuis 1000 ans ont dit, par exemple, que ce que nous appelons le monde du temple, eh bien pour eux, c'était le monde Non, pas du tout. Que c'était Salomon, que ça avait été construit, que la légitimité était juive, etc. C'est dit par ces historiens. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je les cite. Voilà, aujourd'hui, le discours a complètement changé. Oui, mais alors c'est à nous, justement, de revenir sur cette histoire. Et il y a un problème que je cite, dont je parle dans le livre, c'est, je dirais, bon, je ne parle pas de l'indigence de l'historiographie dans le monde arabe, etc., mais en Israël, qu'est-ce qu'on attend pour faire connaître notre histoire ancienne et récente. Voilà. Ancienne, c'est très important, parce que tout le discours palestinien, moi je l'appelle palestinien, et le discours dans le monde entier, on le voit aujourd'hui, avec From the River to the Sea, c'est de considérer que les Juifs sont une pièce rapportée. Ils n'ont pas de lien avec cette terre. C'est encore plus que ça, parce que quand je vais citer les propos que vous avez rapportés d'Ismaël Haniyeh, qui n'est plus là, et qui était bien sûr le chef du bureau politique du Hamas. Il dit très clairement: nous avons besoin du sang des femmes, des enfants, des personnes âgées. Nous avons besoin de ce sang pour réveiller en nous l'esprit révolutionnaire, pour nous pousser à aller de l'avant. Donc ça me paraît très très clair, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est vrai que cette vérité a du mal à passer. Oui, vous savez, bon, j'ai parlé d'Algérie tout à l'heure. Quand il y a eu pendant la guerre d'Algérie, la première action militaire du FLN, ça a été de s'attaquer dans le Constantinois pendant quelques heures, et ils en ont tué 130 personnes au faciès, n'est-ce pas? Et c'était justifié. Celui qui a mené cette opération s'appelait Zirut Youssef, et il a justifié cette opération en disant: il faut créer un fossé. Il faut créer un fossé, parce qu'il y avait quand même des liens qui se tissaient entre arabes, non-arabes, juifs, pieds noirs, etc. Et c'est ça qu'il fallait casser. Il fallait casser ça, et rien de tel
disons, d'entraîner des paysans au meurtre. Et ensuite, vous savez qu'il y a la répression militaire qui va venir, et donc il y aura du sang qui va couler, et vous aurez le fameux fossé qui se construit. Alors, vous avez intitulé ce livre « Eux ou nous » pour peut-être interroger vraiment la conscience israélienne. Est-ce qu'on en a terminé vraiment avec Oslo ou pas encore ? Oui, c'est la question que je me suis posée, si vous voulez, tout de suite. Tout de suite. J'ai été moins, si vous voulez, sidéré que beaucoup d'autres, parce que j'avais justement cette histoire, disons, de massacre commis au nom de l'islam. Donc ça ne pouvait pas me surprendre de ce côté. Mais par contre, je me suis dit, mais ces gens-là qui ont vécu, qui ont été massacrés ce jour-là, qui auparavant ont tout fait pour avoir des liens avec les Palestiniens de Gaza. C'est ça qui est terrible, parce que ce sont des gens en général dans cette région-là, souvent des kibbutzim créés par la Shomer Tzaïr, et qui sont, on va dire, des partisans de la paix, qui étaient souvent des soutiens de Shalom Arshav, etc., et des accords d'Oslo. Donc on se demande comment ils ont réagi face à ça, politiquement en tout cas. Oui, alors donc ça m'a intéressé. Je me suis dit, bon, de toute manière, moi je ne suis pas un journaliste, je ne vais pas essayer d'écrire comme un journaliste, je vais essayer de voir ce qui est important dans ce qui s'est passé. Et ce changement d'opinion, j'ai essayé de traquer. J'ai donc lu beaucoup de témoignages de gens des kibbutz, et j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux disaient, en gros, jusque-là, bon, on a tout fait pour eux, les soins médicaux, on les employait, on les invitait même dans nos fêtes, etc. Et ils sont venus ce jour-là nous assassiner dans nos lits. Alors, et beaucoup disaient, voilà, maintenant on a compris, c'est eux ou nous. Il y a une question, disons, ontologique. Je cite dans ce livre les propos qui a été un premier président de la République de l'Algérie, qui s'appelait Ben Bella. Et dans les années 87, après être sorti de prison, parce qu'il avait eu un coup d'État en 65, et après être sorti, il a été interviewé d'ailleurs par un journaliste juif. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a choisi. Et il lui dit clairement, il lui dit, moi, en tant qu'arabe et musulman, je n'existerai pas tant qu'Israël existera, et inversement. Voilà. On n'est même pas, certains disent aujourd'hui, c'est pas une question de territoire, c'est une question de religion. C'est, je dirais, même plus une question de religion. C'est une question de l'être. Il y a des gens, pour eux, qui sont de trop. Il faut les éliminer. On est dans l'identité la plus basique, c'est-à-dire l'identité spirituelle. Hein, on est juif, et beaucoup se sont demandé pourquoi ce type de massacre. Parce que dans la guerre, c'est vrai, on fait la guerre pour tuer l'adversaire, mais pas pour le démembrer. Pas pour lui couper les jambes, pour lui couper le sexe, pour lui couper les seins, etc. etc. Alors on est dans une autre dimension. Alors vous dites une question d'être, ok, mais c'est aussi clairement, puisque les chefs du Hamas ne s'en cachent pas, une question de territoire. Vous citez d'ailleurs, Israël est un pays qui n'a pas sa place sur notre sol. C'est vraiment clair, net et précis. Oui, mais si vous voulez, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est vrai. Ça fait déjà un siècle, depuis que les Juifs se sont mis en tête de revenir dans l'endroit qui a été le leur, c'est-à-dire ça fait plus d'un siècle déjà. Il y a toute une histoire qu'on devrait faire, qu'on devrait enseigner aux enfants à l'école israélienne. Alors ce qui est intéressant dans votre livre aussi, Jean-Pierre, c'est que vous essayez de réfléchir à l'après. Oui. Parce que voilà, il faut s'en sortir, il faut voir demain. Évidemment, vous ne donnez pas de solution, mais pour vous, le principe de base, le démarrage à tout, c'est une reconnaissance absolue d'Israël, de son droit à vivre ici, à être ici. Si vous voulez, si vous me permettez d'être encore un peu plus précis. Ok, allez-y. C'est-à-dire que jusque-là, il y a beaucoup d'Israéliens, des politiciens ou non, qui, dans les négociations, demander la reconnaissance de l'État d'Israël. Et moi, je dis que ce n'est pas suffisant, parce que dans un rapport de force militaire, si Israël s'impose, effectivement, on a vu la Jordanie, on a vu l'Égypte, à travers des traités de paix, de reconnaître l'État d'Israël. Mais de le reconnaître, en fait, comme un fait accompli. Or, un fait accompli peut se désaccomplir, si je puis dire. Hein ?
par un autre rapport de force, par un autre rapport de force. Or, donc, pour moi, la revendication qui devrait être celle d'Israël, c'est de faire reconnaître le droit, la légitimité des Juifs à être dans cet endroit de la terre. Tant que vous n'aurez pas posé cette condition, et ça va bien au-delà de la reconnaissance de l'État d'Israël. Et tant que vous n'aurez pas posé ça comme j'appelle ça un préalable absolu. Si j'étais diplomate, je ne discuterais pas avec des diplomates arabes tant qu'ils ne reconnaissent pas cela. C'est la base pour vous. C'est la base totale. Sinon, on ne peut rien faire. Et pas seulement pour les pays arabes qui sont environnants, mais aussi pour les Arabes qui vivent en Israël. Il faut quand même remarquer, et je déplore le fait que les autorités politiques israéliennes d'aujourd'hui ne l'aient pas noté, c'est qu'il n'y a eu aucune condamnation du 7 octobre et du Hamas par les 4 partis arabes qui se retrouvent à la Knesset. Donc aujourd'hui, ne pas condamner le 7 octobre, pour moi, c'est être dans une autre relation. On n'est plus dans la relation d'Israélien à Israélien, arabe ou juif ou chrétien. Peu importe, ouais. On est dans une autre dimension, c'est-à-dire dans une dimension d'hostilité à ce qu'est Israël. Et ça, un État normal, souverain, ne devrait pas le permettre. Israël est en train d'aller à sa propre perte, effectivement, s'il continue dans cette voie. Alors, est-ce que vous pensez que ça va changer avec ce qu'on est en train de vivre maintenant? Parce que bien sûr, votre livre a été terminé au mois de mars, je crois, donc les choses ont encore évolué. Là, Israël est rentré au Liban, on est vraiment dans une autre dimension. Vous pensez qu'Israël va avoir le courage de faire ça? C'est une nouvelle vision à développer. Il faut la développer sur le plan politique, il faut la développer sur le plan de l'éducation, il faut, disons, faire introduire dans l'éducation israélienne l'étude de la Torah, l'étude du Talmud, comme ça se passait dans les années... Ça existe, mais c'est vrai que peut-être... pas dans les écoles laïques. Beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins. Pas dans les écoles. Une histoire du terrorisme. Il y a quand même une histoire du terrorisme depuis plus d'un siècle qui est importante à connaître, pour savoir, disons, avec qui on a affaire. Mm-hmm. Alors après, ce qui peut se passer, c'est que aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, la puissance la plus belliciste, c'est l'Iran. C'est elle, la tête, effectivement, de la pieuvre. Alors imaginons que demain, cette pieuvre disparaisse, que ça redevienne un pays démocratique. Ça changerait toute la donne dans le Moyen-Orient, et ça permettrait de revenir à une autre conception, à une autre vision même de l'islam, parce qu'il faut que cette vision de l'islam, qui est celle des musulmans aujourd'hui, se modifie. Quand il est arrivé au pouvoir après son coup d'État, on peut dire Sisi, la première des choses qu'il a faites, c'est d'aller dire aux gens d'Al-Azhar, qui sont en fait les fondateurs de la loi, en quelque sorte musulmane, de leur dire il a fait bouger le cocotier, il faut changer un petit peu. Alors, à mon avis, il n'y a pas réussi. Il n'a pas réussi. Et seul, si vous voulez, un rapport de force très important en faveur disons de la démocratie, c'est-à-dire le bastion aujourd'hui, c'est uniquement Israël, mais demain, ça pourrait être l'Iran. Et si l'Iran, qui est un très grand pays, un pays de grande civilisation, effectivement basculait dans le camp de la démocratie, ça pourrait faire pression sur les théologiens, parce que l'islam ne sera pas changé par des actions militaires extérieures, mais par les théologiens. Par les théologiens eux-mêmes. Mais pour ça, il faut qu'ils aient une pression suffisante. Voilà, donc ça va beaucoup, beaucoup plus loin. C'est vraiment une analyse très intéressante. Voilà, comme je vous le disais en off, chaque personne qui écrit un livre sur le 7 octobre, mais c'est aussi par rapport à son prisme personnel, c'est quelque chose de très profond qui touche vraiment au parcours. Alors chacun en fonction, bien sûr, de sa personnalité, de ce qu'il a vécu, etc. Mais chez vous, c'est vraiment très intéressant parce que vous connaissez très bien le monde arabe. C'est ça qui est passionnant dans votre livre. Alors, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la fin de l'ouvrage. Vous avez consacré un chapitre au témoignage. Alors, vous rapportez des tas de citations, des victimes, des bourreaux, notamment. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on a été exposé à tout ça, mais
ça passe tellement vite, il y a tellement de choses, on a eu tellement d'informations que faire le point, voilà, tête reposée, relire tous ces témoignages, c'est vraiment bouleversant et très éclairant sur tout ce qu'on a vécu. En tout cas, bravo pour le travail. 7 octobre, eux ou nous, la question pour l'instant étant en suspens, j'espère que ce sera nous. C'est une bonne manière de souhaiter la nouvelle année, une bonne nouvelle année. À tout le monde. Voilà. Merci. Qui soit un peu différente de ce qui s'est passé. Je signale pour ça qu'il y a une librairie francophone à Tel Aviv qui s'appelle la Librairie du Foyer. On peut trouver le livre. On peut trouver le livre, et puis sinon Amazon, les circuits habituels, quoi. Pas de problème. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et à bientôt. Merci à vous.